Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. La dernière séance, nous avons traité le marché financier et nous avons vu les différents intervenants du marché, à savoir la bourse de Casablanca, les sociétés de bourse. Nous avons dit que les sociétés de bourse, ce sont des sociétés qui se chargent de l'exécution des transactions sur les valeurs mobilières. Et les valeurs mobilières, nous avons vu les actions et nous avons vu les obligations. Nous avons vu également le CDVM, c'est le Conseil déontologique des valeurs mobilières. On l'a appelé également le gendarme de la bourse. Nous avons dit que c'est un établissement public qui a pour mission de veiller au respect de la loi et de protéger les épargnants. C'est pour cela qu'on l'appelle le gendarme, c'est le policier qui veille au respect de la loi et à la transparence des informations. Nous avons vu également les OPCVM. Ce sont les organismes de placement collectif en valeurs mobilières. C'est un organisme qui se charge de collecter l'épargne des agents économiques et de le placer en bourse. Nous avons traité également le dépositaire central, Maroclear. Nous avons dit que c'est une société anonyme qui assure la conservation et la gestion des titres des agents économiques qui veulent s'inscrire en bourse. Nous avons vu également l'indice MASI, MADEX et FTSE, CSE. On commence par le premier indice qui est MASI. Nous avons dit que MASI, c'est un indice qui regroupe toutes les actions cotées à la bourse. Et nous avons dit la cotation, c'est-à-dire l'achat et la vente, c'est-à-dire les actions qui sont achetées et qui sont vendues en bourse. MASI, il regroupe toutes les actions. Alors que MADEX, c'est un indice qui ne regroupe pas toutes les actions, mais il regroupe seulement les actions les plus actives. Et j'ai déjà expliqué les plus actives. J'ai dit que les plus actives, c'est-à-dire les actions et donc les actions qui s'achètent et qui se vendent le plus. Et le dernier indice, c'est l'indice FTSE, CSE. Donc c'est un indice qui permet de présenter la performance des 35 valeurs les plus liquides. Donc c'est un indice qui s'intéresse à prendre en considération les 35 valeurs qui sont les plus liquides sur le marché boursier. Aujourd'hui, on va voir les objectifs et les instruments de la politique monétaire. On va commencer par la notion et objectif de la politique monétaire. La politique monétaire est un instrument de la politique économique qui consiste à fournir les liquidités nécessaires au bon fonctionnement et à la croissance de l'économie tout en veillant à la stabilité de la monnaie. Une quantité de la monnaie en circulation ne doit pas être faible pour ne pas obliger les agents économiques à limiter leurs activités économiques, ni trop élevée pour ne pas provoquer une hausse des prix, c'est-à-dire l'inflation. C'est-à-dire que la politique monétaire, c'est l'ensemble des actions qui sont prises par Banque Maghreb afin de rééquilibrer l'économie. Ou tout simplement, on peut dire que la politique monétaire, c'est l'ensemble des actions qui sont exercées par Banque Maghreb en vue de veiller à la stabilité de la monnaie pour lutter contre l'inflation ou bien pour relancer l'économie. Relancer l'économie, c'est-à-dire chercher à augmenter l'activité économique et à réduire le chômage. Et cette politique monétaire, il veille également à maîtriser la monnaie, c'est-à-dire pour qu'il n'y ait ni excès de la monnaie, ni besoin ou bien ni manque de la monnaie. On passe maintenant aux objectifs de la politique monétaire. Pour les objectifs de la politique monétaire, ils se subdivisent en deux parties. Donc, il y a les objectifs finaux et les objectifs intermédiaires. Les objectifs de la politique monétaire se subdivisent en objectifs finaux et objectifs intermédiaires. On va commencer par les objectifs finaux. Pour les objectifs finaux, ce sont 4. Le premier objectif, c'est la croissance économique, c'est-à-dire que la politique monétaire, elle cherche la croissance économique. Elle cherche le plein emploi. Le plein emploi, c'est-à-dire la réduction du chômage. Le troisième objectif, c'est l'équilibre extérieur. On dit l'équilibre extérieur ou bien l'équilibre de la balance commerciale. Il cherche à réduire le déficit extérieur. Donc le déficit extérieur, nous avons déjà dit que les exportations sont toujours supérieures des importations. C'est pour cela qu'il y a toujours un déficit commercial. Donc la politique monétaire, elle cherche à réduire ce déficit commercial et elle cherche l'équilibre extérieur.
Et le dernier objectif, c'est la stabilité des prix, c'est-à-dire on cherche à freiner l'inflation, à lutter contre l'inflation par la stabilité des prix. Et nous avons les objectifs intermédiaires. Pour atteindre les objectifs finaux, on doit passer par des objectifs intermédiaires. Donc un objectif intermédiaire, c'est-à-dire un objectif que la politique monétaire vise à réaliser pour atteindre les objectifs finaux. C'est-à-dire pour atteindre les objectifs finaux, on doit tout d'abord atteindre les objectifs intermédiaires. Je vais vous donner un exemple. Pour être admis à l'ENCG, vous devez avoir une bonne note en baccalauréat. Quel est l'objectif final et quel est l'objectif intermédiaire? Alors l'objectif final, vous cherchez quoi? Vous cherchez l'ENCG, être admis à l'ENCG, c'est-à-dire réussir le concours d'admission à l'ENCG. Donc, c'est l'objectif final. Pour atteindre cet objectif, vous devez tout d'abord atteindre l'objectif intermédiaire. Quel est l'objectif intermédiaire? Vous devez avoir une bonne note en baccalauréat. Donc, avoir une note en baccalauréat sur l'objectif intermédiaire et va vous permettre d'atteindre l'objectif final qui est être admis à l'École nationale de commerce et de gestion. On va commencer par le premier objectif intermédiaire qui est évolution raisonnable de la masse monétaire. Les autorités monétaires, c'est-à-dire la Banque centrale et le ministère des Finances, fixent un taux de croissance pour l'augmentation annuelle de la masse monétaire. Évolution des agrégats monétaires en fonction du taux de croissance économique et du taux d'inflation prévu chaque année. Durant l'année, les autorités monétaires vont utiliser des instruments appropriés pour que la masse monétaire ne dépasse pas le niveau fixé. C'est-à-dire, le premier objectif intermédiaire, c'est maîtriser la masse monétaire pour qu'il n'y ait ni excès ni manque de la monnaie. Par exemple, le taux de croissance de cette année, c'est de 3%. C'est-à-dire que la masse monétaire doit également évoluer et augmenter de 3%. Donc c'est ça l'explication de taux de croissance. Les autorités monétaires fixent un taux de croissance pour l'augmentation annuelle de la masse monétaire. Si le taux de croissance est de 3%, c'est-à-dire que la masse monétaire doit augmenter, doit évoluer de 3%. Si le taux de croissance est de 2%, la masse monétaire doit augmenter également de 2%. Le deuxième objectif intermédiaire, c'est le taux d'intérêt. Le choix d'un certain niveau d'intérêt est d'une grande importance pour la politique monétaire. Le tableau suivant résume l'influence théorique de la variation du taux d'intérêt sur un certain nombre d'indicateurs. Le taux d'intérêt est fixé à travers la loi de l'offre et de la demande. La Banque centrale elle oriente seulement ce taux, c'est-à-dire ce n'est pas elle qui fixe le taux d'intérêt, mais elle fait seulement l'orientation. C'est-à-dire c'est elle qui va orienter, c'est elle qui va fixer le taux d'intérêt que les banques ne peuvent pas dépasser. On va voir maintenant l'influence du taux d'intérêt sur certains indicateurs. Nous avons le premier indicateur, c'est la masse monétaire. Vous avez ici l'augmentation du taux d'intérêt et diminution du taux d'intérêt. Quelle est l'influence de l'augmentation du taux d'intérêt sur la masse monétaire? Si il y a un taux d'intérêt élevé, la masse monétaire va diminuer. Il y a une diminution de la masse monétaire. Pourquoi il y a une diminution de la masse monétaire lorsqu'il y a l'augmentation du taux d'intérêt? Si le taux d'intérêt est élevé, est-ce que les agents économiques vont chercher à octroyer ou bien à prendre plus de crédits ou bien ils ne vont pas prendre des crédits? Autrement dit, est-ce qu'un taux d'intérêt élevé va encourager les ménages, va encourager d'une manière générale les agents économiques à prendre plus de crédits? Non. Si le taux d'intérêt est élevé, c'est-à-dire que les agents économiques ne vont pas prendre plus de crédits, c'est-à-dire qu'il y a une diminution du crédit. Puisqu'il y a une diminution de crédit, c'est-à-dire qu'il y a une diminution de la création monétaire. Puisqu'il y a une diminution de la création monétaire, il y a une diminution de la masse monétaire. Maintenant, nous avons l'inverse. Nous avons une diminution du taux d'intérêt. Si le taux d'intérêt est moins élevé, c'est-à-dire que les agents économiques vont chercher à prendre plus de crédit parce que le taux d'intérêt est moins élevé, c'est-à-dire qu'ils vont payer moins d'intérêt. Donc, il y a l'augmentation des crédits. Puisqu'il y a une augmentation des crédits dans l'économie, c'est-à-dire qu'il y a
plus de création de la monnaie. Puisqu'il y a la création de la monnaie, c'est-à-dire il y a une augmentation de la masse monétaire. Le deuxième indicateur, c'est l'épargne. Si le taux d'intérêt est élevé, est-ce que l'épargne va augmenter ou bien il va diminuer? Alors pour l'épargne, c'est-à-dire que les agents économiques, ils vont déposer l'argent, par exemple, à la banque. Si le taux d'intérêt est élevé, les agents économiques vont chercher à épargner plus. Pourquoi? Parce que les agents économiques, lorsqu'ils vont épargner, ils ne vont pas payer les intérêts. Mais c'est l'inverse, ils vont recevoir les intérêts. C'est-à-dire qu'un taux d'intérêt élevé va encourager l'épargne, va encourager les agents économiques à épargner. Et l'inverse, lorsqu'il y a une diminution du taux d'intérêt, il y a une diminution de l'épargne. C'est-à-dire que les agents économiques ne vont pas épargner plus. Et vous avez ici l'investissement. Quelle est la relation qui existe entre le taux d'intérêt avec l'investissement? Si le taux d'intérêt est élevé, il y a ici une diminution de l'investissement. Pourquoi il y a une diminution de l'investissement? Donc, c'est la même chose que les crédits. C'est-à-dire que les entreprises, par exemple, ne vont pas prendre des crédits, puisqu'il y a une diminution des crédits, c'est-à-dire que les entreprises ne vont pas trouver de l'argent pour faire des investissements. C'est-à-dire il y a une diminution de l'investissement. Et l'inverse pour la diminution du taux d'intérêt. Lorsqu'il y a une diminution du taux d'intérêt, c'est-à-dire que les entreprises vont prendre plus de crédits, c'est-à-dire elles vont faire des investissements, donc il y aura une augmentation de l'investissement. Le troisième objectif intermédiaire, c'est le taux de change. Tout d'abord, c'est quoi le taux de change? Le taux de change, c'est-à-dire la valeur de la monnaie nationale par rapport à la monnaie étrangère. Pour ce taux de change, il est fixé selon l'objectif visé. On va le voir par la suite. Les autorités cherchent à atteindre un taux de change d'équilibre, autrement dit, une monnaie forte ou bien faible. On passe maintenant au type de la politique monétaire. Pour la politique monétaire, il y a deux types. Il y a la politique de relance, appelée également politique expansive, et la politique de stabilisation, appelée également la politique restrictive. On va commencer par la politique de relance, ou bien la politique expansive. C'est-à-dire quoi une politique de relance? Politique de relance, c'est-à-dire relancer l'activité économique, c'est-à-dire il cherche à augmenter ou bien l'augmentation de l'activité économique et l'augmentation de la croissance économique. Il cherche également à réduire le chômage. C'est ça la politique de relance. Alors que la politique de stabilisation, politique restrictive, donc la stabilisation, c'est lorsqu'on parle de la stabilité des prix, c'est une politique qui cherche à freiner l'inflation, à lutter contre l'inflation et à la maîtriser. Pour la politique de relance, donc l'objectif c'est relance de l'activité économique, donc relancer l'activité économique, l'augmentation de l'activité économique, de la consommation, augmentation de la consommation et de l'emploi, c'est-à-dire réduire le chômage et augmenter l'emploi. Les moyens, comment on va atteindre cet objectif? Par la baisse des taux d'intérêt, c'est-à-dire on va voir les effets. Quels sont les effets de la baisse des taux d'intérêt? Le premier effet, c'est la hausse de la consommation. Quelle est la relation qui existe entre la hausse de la consommation avec la baisse des taux d'intérêt? Les agents économiques, je vais prendre l'exemple d'un ménage. Donc, un ménage, donc je vais parler du taux d'intérêt. Nous avons une diminution du taux d'intérêt. Donc, le ménage, il va prendre plus de crédit. Puisqu'il va prendre plus de crédit, donc il y a une augmentation de la consommation. Il va augmenter sa consommation. Le deuxième effet, c'est la hausse de l'investissement. Donc la même chose. S'il y a l'octroi des crédits, les agents économiques ils vont chercher à investir plus. Donc il y a une augmentation de l'investissement. Vous avez la baisse du chômage conjoncturel. Tout d'abord, le chômage conjoncturel, c'est un chômage qui est durable. Il est lié à la conjoncture économique. Quelle est la relation qui existe entre la baisse des taux d'intérêt avec le chômage? Si le taux d'intérêt est moins élevé, les entreprises vont prendre plus de crédit, c'est-à-dire ils vont chercher à faire des investissements. Puisqu'ils vont faire des investissements, ils vont chercher la main-d'œuvre, c'est-à-dire ils vont employer plus. Puisqu'ils vont employer plus, donc il y a une diminution du chômage.
Le quatrième effet, c'est qu'il y a un risque d'inflation. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'il y a la baisse du taux d'intérêt, c'est-à-dire que, donc toujours au niveau des crédits, les agents économiques vont prendre plus de crédits, c'est-à-dire ils vont augmenter leur consommation, ce qui entraîne l'augmentation de la demande globale. Puisqu'il y a une augmentation de la demande, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation des prix. Et l'augmentation des prix, c'est l'inflation. C'est pour cela qu'on dit que la baisse des taux d'intérêt a un effet sur l'inflation et donc il y a un risque d'augmentation des prix et donc d'inflation. Et enfin, il y a la stimulation des exportations. La stimulation des exportations, c'est-à-dire l'encouragement des exportations. On passe maintenant à la politique de stabilisation, la politique restrictive. Nous avons dit que cette politique, il cherche à freiner l'inflation et à maîtriser l'inflation. Donc l'objectif, c'est la maîtrise de l'inflation et recherche de la compétitivité. Par quel moyen on va atteindre cet objectif? C'est la hausse des taux d'intérêt, c'est-à-dire on doit augmenter le taux d'intérêt. Quels sont les effets de l'augmentation du taux d'intérêt? Le premier effet, c'est la baisse de la consommation, c'est-à-dire que les agents économiques ils ne vont pas prendre plus de crédit, ce qui aura une influence sur leur consommation, c'est-à-dire il y aura une diminution de leur consommation. La même chose pour l'investissement. Les entreprises ils ne vont pas prendre des crédits, ce qui aura une influence sur l'investissement, ils ne vont pas investir plus. Vous avez ici la hausse du chômage conjoncturel. Puisque les entreprises, par exemple, ne vont pas investir, donc ils investissent moins, ce qui aura une influence sur le chômage, c'est-à-dire il y aura une augmentation du chômage. L'effet suivant, c'est la maîtrise de l'inflation. Comment la maîtrise de l'inflation? Donc, puisqu'il y a une diminution des crédits, c'est-à-dire il y a une diminution de la consommation, c'est-à-dire la diminution puisqu'il y a une diminution de la demande, c'est-à-dire il y a une diminution des prix, donc on va maîtriser et on va freiner l'inflation. Et le dernier effet, c'est la baisse des exportations.